Bonjour à tous, bienvenue à cet ICEP Café sur le décret tertiaire. Je suis Héloïse Pelen, je suis ingénieure énergie et environnement et je suis membre de l'ICEB. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cet ICEP Café. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, que l'ICEB, c'est une association qui rassemble près de 70 professionnels, des architectes, des ingénieurs, des urbanistes, mais aussi des économistes, des programmistes, des avocats. On est une association qui développe des savoir-faire et les fait savoir dans le domaine du bâtiment éco-responsable. Et dans ce cadre, on a la chance aujourd'hui d'accueillir Aymeric Novelle. Aymeric Novelle est directeur général adjoint de Terrao. Il va nous parler de ce sujet, le décret tertiaire, qui l'a beaucoup animé ces derniers mois. Et Emmanuelle Pat, qui est à mes côtés, est gérante de Méandre TC, agence d'architecture, et elle se fera le relais de vos questions et aussi des siennes, qui sont les questions d'une architecte engagée pour la frugalité et les low-tech. Donc, comme d'habitude pour les 17 cafés, vous pouvez poser vos questions dans la discussion. Et puis, comme c'est très participatif et convivial, on peut aussi échanger entre nous dans la discussion. Mais l'idée, c'est que Aymeric Novelle va présenter pendant à peu près 1 heure des choses sur le décret tertiaire. Donc, ça sera un peu un premier retour d'expérience puisque la première période était jusqu'au 30 septembre, même s'il y a une période de tolérance jusqu'à la fin de l'année désormais. Donc ça sera le premier temps de la présentation. Et dans un deuxième temps, donc qui durera peut-être à peu près 1 heure aussi, ça sera jusqu'à 20 heures en tout cas, on répondra aux questions. Voilà, très bonne ICEP Café à tous. Et Aymeric, c'est à toi. Merci. Très bien, merci. Je me présente brièvement. Aymeric Novelle, je travaille dans le bureau d'études Terrao, donc bureau d'études pour la construction et la ville durable. J'y suis depuis 2008 et j'ai toujours travaillé sur le sujet de l'énergie, de l'efficacité énergétique, qui est un sujet qui me passionne beaucoup et notamment, une question qui m'a toujours un peu, travaillé, c'est, comment on obtient réellement les résultats, qu'on cherche au début, qu'on calcule beaucoup, qu'on discute, qu'on projette et à ce titre-là, j'ai trouvé, que le décret tertiaire était intéressant. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis penché, sur le sujet et j'ai sur ces questions d'obtenir, des résultats, concrètement, réels, je me suis beaucoup posé de questions. J'ai eu la chance de faire une thèse en entreprise au sein de Terrao sur la garantie de performance énergétique et aujourd'hui, on est donc dans la 1re phase de développement du sujet, qui est plutôt une phase d'état des lieux, mais qui, pour moi, après, en tirant le trait, permettra d'inscrire beaucoup plus, disons, le bon, sans aller tout le temps jusqu'à l'engagement de résultats, mais en tout cas l'idée de retrouver, de faire la boucle entre l'exploitation et la conception, de manière un peu plus systémique, que ça ne l'est, aujourd'hui. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, sur cette base, donc je vais vous partager une présentation sur le sujet. Donc le décret tertiaire, oui, je travaille dessus depuis qu'il est sorti, donc ça fait à peu près 2 ans que ça m'occupe bien et auprès de plusieurs clients. Donc on a pu travailler, sur son anticipation, sa mise en place et plus récemment, on va dire sur le rush, on peut le dire, de consolidation, des données énergétiques pour la première échéance de déclaration, sur la plateforme Opérate. Donc, je vais vous présenter, le dispositif. Donc, selon que vous êtes familier ou pas avec, je vais, tenter au fil de l'eau d'agrémenter ça, des retours d'expérience et on pourra partager, plus, dans la deuxième partie questions-réponses, sur ces aspects REX et vécu. Bon, sur le décret tertiaire, donc on est bien sur le sujet je dirais de réduction massive des économies d'énergie ou de quotas même de consommation d'énergie, si on considère les valeurs seuil, que dont je vais parler un peu plus tard. Mais comme c'est un dispositif réglementaire, qui, concerne un grand périmètre, évidemment c'est un petit peu, c'est une structure un petit peu,
un petit peu plus compliqué que ça. Donc, on va vite repasser sur l'assiette, l'assujettissement de ce décret, comment on calcule les objectifs à atteindre, qui est responsable de quoi. Parce que ça, c'est quand même un point aussi très nouveau pour notre secteur, je pense qu'on peut le dire. C'est que ça concerne autant le propriétaire que les utilisateurs des locaux. En tout cas, l'utilisateur et notamment ses usages énergétiques propres qui étaient jusqu'ici contraints par, on peut le dire, rien du tout. Et on parlera un peu aussi des conséquences en cas de non-respect des objectifs. Donc, sur la partie assujettissement, comme vous le savez certainement tous, l'idée clé, c'est que l'assujettissement est très large. Déjà, en termes de surface, plus de 1000 m², avec des subtilités du type, si c'est une somme de surface éparse sur un même site, mais qui font plus de 1000 m², on est quand même assujetti. Et l'autre dimension qui est assez large, c'est qu'on parle de l'ensemble du secteur tertiaire au sens de la définition du secteur tertiaire économique. Donc, on va trouver des typologies sur lesquelles on travaille sur l'efficacité énergétique depuis de nombreuses années, comme les bureaux, mais on va aussi trouver d'autres typologies qui, on peut dire, n'ont pas une culture historique de la gestion de l'énergie ou de la performance énergétique aussi aboutie. De mon point de vue, on peut citer par exemple la logistique, mais on pourrait citer d'autres secteurs ou sous-segments de la catégorie, par exemple, des commerces, du retail. Donc déjà, on voit que ce sujet, son traitement va être un peu différent en fonction des typologies et de leur maturité sur le sujet de la performance énergétique. Donc ça, c'est un exemple illustré d'assujettissement, puisqu'on a beaucoup de cas d'immeubles à usage mixte. Le schéma à gauche, les locaux de bureau de 800 m² ne sont pas assujettis, mais sur le schéma à droite, si on ajoute la surface de commerce en pied d'immeuble, alors cet ensemble commerce plus bureau est assujetti. Et bien souvent, ça veut dire non pas une seule, mais plusieurs entités différentes qu'il faut mettre autour de la table dans le cadre de la gestion de cet immeuble en exploitation pour savoir qui fait quoi. Et sur le qui fait quoi, on va y revenir. Il y a des cas particuliers. Alors déjà, voilà, sur la notion de périmètre assujetti, souvent nos missions d'accompagnement, elles commencent par ça. Elles commencent par quel est le périmètre assujetti, qui est une question qui, en premier abord, paraît simple. Parfois, elle l'est moins. Déjà, par exemple, sur la notion de site, aujourd'hui, c'est plutôt clarifié dans la FAQ, la foire aux questions associée à la plateforme Opérat, qui est assez complète. Je vous encourage à la consulter parce qu'il y a beaucoup d'arbitrages qui ont été consolidés dessus au fil des mois. Mais par exemple, la notion de site, avec des bâtiments qui sont pour certains existants, pour certains neufs ou récents au sens non concernés par le décret tertiaire, c'est une notion importante puisque, par exemple, si un site est alimenté par un seul point de livraison, tous les bâtiments qui sont présents sur ce site sont assujettis. Et dans les cas qu'on a pu traiter, parfois ça voulait dire que ça incluait des surfaces plus récentes que le 25 août 2021, qui est aujourd'hui la date qui limite, disons, l'assujettissement dans le temps. Les bâtiments plus récents, normalement, ne sont pas assujettis, mais s'ils partagent un point de livraison avec des bâtiments assujettis, ils peuvent le devenir. On peut aussi mentionner le cas des surfaces de stationnement et de locaux techniques. Donc, ça ne compte pas, évidemment, dans la comptabilité des surfaces assujetties, mais par contre, leurs consommations propres sont à intégrer dans le bilan énergétique des surfaces assujetties. C'est un point sur lequel on peut se poser des questions quand on navigue un peu dans les déclarations, puisque par exemple, on peut trouver une sous-catégorie d'activité tertiaire qui s'appelle métier du stationnement.
Donc, on peut se poser la question si l'entité parking est assujettie à part ou pas, et ça dépend dans quel cas on se trouve, par exemple. Donc, moralité sur ce point, il y a des cas évidemment particuliers, comme toujours dans ces histoires. Et on doit mentionner l'exclusion évidemment des bâtiments liés à la défense, au culte et au permis de construire précaire. Ils ne sont pas concernés par le dispositif. Ensuite, il y a l'aspect temporel. Si un bâtiment est assujetti à l'instant T et que sa surface tertiaire ultérieurement passe en dessous de 1000 m², il reste assujetti. Donc ça, c'est aussi un point à avoir en tête dans le cadre des changements d'affectation d'usage des locaux, notamment répartition entre tertiaire et résidentiel. Par contre, dans l'autre sens, ça marche aussi. Si un bâtiment est d'abord à, par exemple, 800 m² et passe à 1200, il devient assujetti. Donc, vous comprenez bien que le dispositif est fait et pensé pour inclure un maximum de mètres carrés. Hein. C'est vraiment l'esprit, selon moi, du dispositif, avec l'idée vraiment de massifier les actions de rénovation énergétique dans l'ensemble du secteur tertiaire. Donc, encore une fois, un dessin, c'est mieux que 1000 mots. Vous avez à gauche l'extension de à droite l'extension de l'assujettissement de mon cas précédent. Et donc, progressivement, on pourrait avoir tout l'immeuble qui est progressivement assujetti. C'est des questions qu'on peut se poser après l'évolution des usages quand on commence à réfléchir au plan de travaux, hein, et à la notion un peu qui est intéressante d'adaptabilité des systèmes techniques, par exemple. Et donc, dans l'autre sens, comme je disais, si on repasse en dessous de 1000 m², on reste assujetti. Pardon. Ça, c'est un autre, ça, c'est le même schéma, mais dans l'autre sens. Donc, Opérate. La plateforme Opérate, c'est vraiment l'outil central lié au décret. Je suppose qu'un grand nombre de gens qui nous écoutent ce soir sont déjà allés dessus de nombreuses fois pour faire des déclarations de consommation. Donc, c'est une plateforme qui va devenir assez importante dans l'avenir, puisqu'elle va concentrer un nombre de données sur la consommation énergétique réelle des bâtiments sans précédent, en fait, et sur une couverture d'usage, de typologie également sans précédent. Donc là, il faut bien avouer qu'on est dans une phase de lancement. Cette année, on a pu commencer à vraiment travailler avec Opérate dans sa version officielle assez tard, hein, finalement, à partir du mois d'avril, avec une deadline réglementaire de déclaration qui était en septembre. Donc, vous vous doutez bien que, par exemple, au premier trimestre de cette année, il y avait beaucoup de gens qui nous posaient des questions sur comment Opérate va vraiment être structuré, puisque en fait, son architecture même avait un impact sur comment on consolide la donnée, qu'elle soit administrative ou énergétique. Donc ça, c'était vraiment un élément de contexte de cette année, c'est qu'on a dû finalement travailler sur les versions finales, on va dire, hein, des différents supports ou de consolidation de données sur un temps assez court avec l'été en plein milieu. C'est probablement un des éléments expliquant la tolérance jusqu'au 31 décembre qui a été accordée récemment. Donc cette plateforme, elle a pour but de rassembler les données de consommation, ça c'est une évidence, mais aussi les données bâtimentaires. On va le voir un peu plus tard, mais c'est malheureusement pas aussi simple puisque le choix a été fait, un choix qui pose de nombreux débats au sein chez nos clients en tout cas, puisque l'angle en fait de déclaration, c'est pas le bâtiment, c'est ce qu'on appelle l'entité fonctionnelle assujettie. C'est en fait, pour faire simple, c'est l'utilisateur des locaux, bien souvent c'est le locataire.
Pour certaines typologies, ça marche plutôt bien. Pour certaines typologies, ça marche pas très bien, ou du moins, c'est pas très intuitif. Disons-le clairement, dans le cas de l'immobilier d'entreprise, on peut un peu s'arracher les cheveux. Dans le cas du retail, des commerces, c'est plutôt adapté. Encore une fois, comme décret tertiaire, c'est très large. Il a fallu faire des choix et selon les typologies, c'est plus ou moins fluide. Donc, le croisement entre les données administratives, les données bâtimentaires, les données énergétiques, tout ça représente en fait l'étape de déclaration de cette année associée au décret tertiaire. Donc, on en parlera un peu plus évidemment dans cet ICEP Café, mais c'est un petit peu plus lourd que juste se dire je vais sortir les factures d'un classeur et c'est terminé. Ça permet ensuite, Opérate va faire un certain nombre de choses de manière automatique, notamment le calcul des objectifs à atteindre et les modulations, notamment l'ajustement climatique. On pourra aussi revenir sur ce point ultérieurement. Pour terminer sur cette slide, j'ajouterais qu'évidemment, tout l'enjeu de cette plateforme, comme toutes les plateformes de suivi énergétique qu'il y a sur le marché actuellement, là, l'enjeu actuellement, c'est la mise en route. Donc, il y a une lourdeur et il y a une inertie à ce que tout le monde arrive à trouver la donnée, à la nettoyer, à la mettre en forme, etc. Va s'en suivre quand même une période aussi propre à Opérate qui va quand même aussi détecter les valeurs aberrantes. Enfin, il va y avoir une période quand même un peu de rodage et d'apprentissage. Mais l'idée dans le temps, c'est évidemment qu'il y ait une déclaration annuelle et une fois que c'est lancé, que de manière un peu simple, les données énergétiques soient mises à jour annuellement. Mais néanmoins, il faut avoir ça en tête pour quand on fait l'effort, par exemple, cette année, de collecter les données de consommation, il faut avoir en tête qu'est-ce que je fais pour les années suivantes. Est-ce que j'automatise cette collecte? Est-ce que je l'automatise pas? Qui est responsable? Comment j'organise mon flux de données aujourd'hui et demain? Ce qui est sûr, c'est que le classeur avec les factures rangées dans un coin ou les scans, disons, un petit peu plus ou moins bien rangés, ça sera problématique tout le temps par rapport à ce sujet. Sur les objectifs à atteindre, bon, là aussi, on pourrait, je pense, avoir de longs échanges. Mais en tout cas, le principe, c'est soit l'économie d'énergie à réaliser est exprimée en valeur relative, donc ça veut dire moins 40% en 2030, 50% en 2040, 60% en 2050, par rapport à une année de référence. Tout l'enjeu cette année et l'année prochaine, puisqu'on on a un droit à l'erreur, on peut la modifier une fois, c'est d'identifier cette année de référence par rapport à l'historique récent. Donc, pour pas mal de sites, l'enjeu, c'est d'arriver à retrouver la donnée historique, et ça, c'est assez compliqué, pour notamment dans le cas où il y a déjà eu des actions de performance énergétique conduites au fil des ans, qu'on voudrait déjà valoriser. C'est assez légitime. Pour les sites qui n'ont pas fait grand-chose, j'ai envie de dire, eh bien, tant pis pour vous. Si vous trouvez la donnée, c'est bien, vous pouvez choisir ce qui vous avantage, mais sinon, de toute façon, il y a des chances que vous soyez un petit peu dans les mêmes ordres de grandeur. Mais pour ceux qui ont déjà fait des travaux qui ont du sens par rapport à la performance énergétique, il y a vraiment un enjeu à retrouver l'historique et évidemment dans des secteurs comme l'immobilier d'entreprise, ça pose problème avec la rotation des locataires. Mais de manière générale, pour la valeur relative, on sent bien que ça concerne les bâtiments qui sont aujourd'hui, on pourrait dire peu performants parce que je préfère le dire tout de suite, moins 40%, moins 50 et bien sûr moins 60, mais déjà dès qu'on parle de moins 40, on est sur de la rénovation, en tout cas
c'est un propos à moduler en fonction des typologies, évidemment, ce que je vais dire, mais pour, disons, un certain nombre de typologies, prenons les bureaux, hein, le cas classique, moins 40%, quand même en général, ça veut dire une rénovation un peu intégrale. On ne va pas s'en sortir juste en changeant une partie des choses, une partie des équipements. Ce que je dis là est cohérent aussi avec ce qu'on peut trouver comme chiffre dans l'Observatoire national des CPE, par exemple, ou dans notre expérience propre. On peut en discuter comme vous voulez sur la deuxième partie de cette séance, mais en tout cas, pour moi, c'est assez clair. Et pour la valeur absolue, elle est plutôt destinée à encadrer la performance des bâtiments qui sont déjà un peu plus performants. Et on peut dire qu'elle représente une sorte de finalité du dispositif. C'est vers ces valeurs-là qu'on voudrait tirer la performance de l'ensemble des bâtiments. Encore une fois, si on prend l'exemple des bureaux, un bureau à Paris, la valeur absolue type, elle est de 117 kWh par mètre carré par an. Je ne sais pas si ça parle à toute l'audience, mais c'est extrêmement bas. Alors, évidemment, ce que j'ai oublié de préciser jusqu'à présent, c'est que ça concerne tous les usages, ce n'est pas les usages RT. Donc, tout usage, eh bien aujourd'hui, il y a extrêmement peu de bâtiments qui peuvent se targuer de consommer aussi peu quand on compte tous les usages de l'énergie. Vous pourrez fact-checker, je pense que c'est sain, je dis ça de mémoire, donc c'est peut-être pas très précis, mais si on regarde les données sur l'Observatoire de l'immobilier durable, en tout cas les bâtiments sur ce baromètre-là, je crois qu'il y en a pas plus de 15% en tout cas qui sont au niveau de cette valeur seuil. Ces valeurs seuil, elles sont définies pour certaines typologies et pas pour d'autres aujourd'hui, et je pense que ça, on peut le mettre en lien avec ce que j'ai dit au début. Tous les secteurs tertiaires n'ont pas un long historique et une structuration de la gestion de l'énergie. Donc, je dirais, en tout cas pour ce que moi je connais, qu'il y a il y a certaines typologies pour lesquelles c'est pas très clair les niveaux de consommation vers lesquels on peut pousser l'activité. Voilà, les statistiques, les retours d'expérience terrain demandent à être un peu plus consolidés. Évidemment, pour les bureaux, par exemple, c'est assez bien encadré. Aujourd'hui, on sait de quoi on parle. J'ai rencontré l'exemple par exemple d'ateliers de réparation de voitures avec des showrooms, c'est moins clair. Voilà, donc c'est des choses qui vont devoir se préciser dans le futur. En termes de vocabulaire, ces valeurs seuil, elles sont définies par deux termes, CVC et use. Bon, on comprend bien hein, les termes CVC classiques. Et use, c'est vraiment fait pour mettre en avant le fait que ça concerne tous les usages électriques liés à l'utilisation des locaux. Alors, certains sont des usages RT, certains non. Mais ce terme regroupe un peu tous les usages autres que CVC d'un bâtiment. Et ce terme-là est modulé en fonction de l'occupation de ce qu'on appelle, un terme qui a été introduit par le décret tertiaire, l'intensité d'usage. Là, vous avez un exemple assez indigeste, j'en conviens, mais c'est comme ça que se présentent les tableaux de valeur seuil pour la typologie bureau, où vous avez en partie haute l'énergie, en tout cas la consommation d'énergie qu'on voudrait ne pas dépasser pour tout ce qui est CVC, en fonction de l'altitude et de la zone climatique. Et la partie basse concerne la partie use qui, comme je disais juste avant, concerne tous les autres usages de l'énergie, ici fixé à 50. Donc, comme je disais, ici c'est les bureaux cloisonnés. Donc, ça va être 107 pour les bureaux cloisonnés à Paris, ça va être 112 par exemple, plutôt en Rhône-Alpes. Et ce qui est intéressant de noter ici, ça c'est un point moi, que je trouve intéressant dans le décret tertiaire. Pour l'instant, au stade où on en est, il faut être bien clair, il est peu sollicité parce qu'on est plutôt sur une phase d'acquisition de la donnée énergétique un peu chez chacun. Mais le sujet de l'intensité d'usage, ici, vous pouvez voir par exemple qu'on a
définit des intensités d'usage étalons pour les bureaux avec une certaine amplitude horaire annuelle, une certaine densité de postes de travail et un certain taux d'occupation. Si demain, on a des problématiques pour atteindre les consommations d'énergie qu'on vise, on peut avoir, 2 approches. On peut se dire, «J'ai des travaux à faire». Évidemment, ça va souvent être, le cas. Mais on va aussi, peut-être se demander: «Est-ce que, mon utilisateur là des locaux, il n'a pas, finalement, un usage plus intensif que la valeur étalon?» Par exemple, ce 3 120 heures, on voit ici que ça correspond à 5 jours ouvrés fois 12 heures, sur 52 semaines. Bon, ça, faut regarder au cas par cas. On voit déjà que, cette grandeur-là, bon 52 semaines, ça tient pas forcément compte, des vacances. Mais bon, faut regarder un peu. Là, c'est vraiment le sujet qui va tomber un peu naturellement dans le champ de responsabilité des utilisateurs. On voit bien qu'à l'échelle d'un bâtiment entier, on va, par exemple, repérer si c'est du 5 jours sur 7, 6 jours sur 7, 7 jours sur 7. Ça déjà, ça va changer pas mal la donne. Mais, on voit aussi que, je pense que la plupart d'entre vous, enfin, voient ça, la densité de poste de travail étalon, c'est quand même 18 mètres carrés par poste de travail. Donc, on voit bien que nous, quand on travaille en phase de conception, on est plutôt sur 8, 10, ça dépend le projet, mais pas 18. Donc, c'est toute la différence, hein, entre le capacitaire et l'utilisation moyenne. Heu, mais, si on a, une densité, réellement en usage, plus élevée, que ça, on voit qu'on a un droit à consommer. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut voir directement avec les utilisateurs. C'est un des leviers par lesquels on va les impliquer, en fait, sur le sujet. Ensuite, il y a aussi, évidemment, l'ajustement climatique. Donc là, il s'agit d'ajuster les consommations, plutôt de chauffage et de climatisation, en fonction des DJU, pour pouvoir comparer les années entre elles. Je suppose que vous êtes familiers, tous de ça. Donc ici, vous avez un exemple, de formule, qui est utilisée, hein, qui est dans les arrêtés pour ajuster la consommation. Donc par exemple, cette année, on s'en sert de ces formules. Quand on a la chance d'avoir un historique un peu long de factures, il faut absolument appliquer cette formule avant de choisir l'année de référence, sinon on peut se tromper. Parce qu'on voit, on le sait tous, hein, mais le climat, entre 2010 et 2020, il a quand même pas mal bougé. Donc on a des variations de DJU de chauffage assez importantes et donc ça peut faire complètement changer le choix de l'année de référence par rapport à, si on regarde juste la donnée brute issue des factures. Un point important là-dessus, c'est que cette formule, elle change selon qu'on a, accès directement à la donnée, par exemple, de consommation de chauffage. Soit, j'ai, par exemple, un fournisseur, bon, gaz ou issu d'un réseau de chaleur, là, c'est assez direct, soit par sous-comptage. Mais si j'ai pas cette séparation, j'ai une autre formule à appliquer, qui est la deuxième que vous voyez sur la slide, qui elle fait intervenir, les valeurs seuil. Alors vous voyez, il y a des fois, on se trouve dans des cas où on n'a pas le sous-comptage et on est dans une typologie qui n'a pas encore sa valeur seuil. Alors on se dit: «Mais comment, applique-t-on, l'ajustement climatique, pour cette typologie aujourd'hui?» et heu et donc par exemple, une réponse possible, c'est de dire, puisque Opérat est censé le faire automatiquement, je vais, heu, je vais mettre plusieurs années sur la plateforme et je vais voir laquelle elle choisit automatiquement. En tout cas, ce sujet, le message principal que je veux donner sur l'ajustement climatique, c'est que, ça, c'est quelque chose dont les gens qui suivent les bâtiments en exploitation sont très familiers. C'est, à mon avis, moins le cas pour les gens qui se situent plus, sur les phases travaux, conception, réalisation. Mais en tout cas, quand on se met à regarder des données énergétiques en exploitation, c'est assez important.
Et donc, l'autre modulation, bon, j'en ai déjà parlé, donc je vais passer, mais c'est celle sur l'intensité d'usage. Je vais pas revenir dessus. On pourra en reparler dans la phase d'échange, je pense. Un autre point sur la possibilité donc, de moduler l'objectif à atteindre. Admettons que je suis sur un site qui va être en valeur relative, comme j'ai montré tout à l'heure, donc moins 40%. Cela peut être aussi modulé par l'intensité d'usage. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'être en valeur seuil pour moduler par l'intensité d'usage. Ici, la formule que vous voyez, c'est en fait la consommation de référence. Donc, admettons, c'est 2015, j'ai des consommations 2015, mais que je veux moduler parce qu'en fait, mon usage actuel, celui sur lequel je me base pour faire mes audits et mes plans de travaux et mes projections de performance, et puis mes consommations, par exemple, 2021, correspondent à un usage qui a quand même un peu changé. Eh bien, je peux moduler ma consommation de référence par un simple produit en croix, qui est le ratio en fait, de la valeur seuil modulée sur la valeur seuil de référence. Donc, pour reprendre mon exemple précédent, si j'avais une consommation historique d'un bureau voilà, classique, 5 jours sur 7, avec ses 18 mètres carrés par poste de travail en moyenne, et qu'aujourd'hui, je sais que j'ai changé de produit immobilier et je suis vraiment sur quelque chose à 7 jours sur 7, avec des, une densité d'usage plus élevée et que ce n'est pas temporaire, je peux appliquer ça pour rehausser ma consommation de référence. Tout ça découle évidemment du constat que quand on s'intéresse aux consommations réelles en exploitation, on ne peut pas faire fi de l'usage. La RT et les calculs RT qu'on pratique tous fait le travail de comparer des conceptions, mais à usage conventionnel normé. Mais c'est un sujet qui n'est pas si simple. Le décret tertiaire fait un travail intéressant pour essayer de le cadrer et de le normer. À mon avis, on va tous apprendre en marchant et en constatant les choses. Un dernier point, c'est que évidemment, le décret tertiaire, tel qu'il a été rédigé, cherche à massifier la rénovation, mais on sait tous ici que ça représente des budgets importants. Et donc, il n'est pas toujours entendable de rendre réglementaire un investissement à 500 € par mètre carré. Il y a donc quelques portes de sortie. Alors évidemment, des sorties techniques, si j'ai des bâtiments classés, si j'identifie qu'il y a un risque pour le bâti ou des contraintes techniques. Bon, ça, c'est à voir au cas par cas. Mais surtout, il y a une dérogation économique. Donc, si je montre que, par exemple, les actions de performance énergétique que je vais faire sur l'enveloppe ont un temps de retour supérieur à 30 ans, je peux ne pas les faire, au sens du décret tertiaire. 15 ans pour le renouvellement des équipements, 6 ans pour des actions de gestion. Donc ça, on comprend bien que c'est pour ne pas pénaliser économiquement de manière massive les acteurs. Là-dessus, 2 choses intéressantes que je vois, moi, dans mes échanges, c'est que, premièrement, c'est rare que le décret tertiaire soit la seule démarche qui pousse les réflexions en cours, hein. Donc, il y a souvent d'autres cadres qui se côtoient, qui s'ajoutent, se juxtaposent. Donc, typiquement, pour la rénovation du bâti, il peut y avoir d'autres raisons qui la précipitent, et donc cette dérogation économique n'est pas utilisée. Et puis un autre facteur intéressant, disons, du moment, c'est quand même le prix de l'énergie. Et là, quand même, récemment, je me trouve dans des réunions où on fait un petit peu la boule de cristal, parce que
Finalement, selon le moment où je vais déposer mon dossier de modulation économique, je peux me retrouver avec un ROI qui est finalement pas si, enfin, un temps de retour, pardon, sur investissement qui n'est pas si long. Je ne suis pas en train de dire aujourd'hui que l'énergie est déjà assez chère pour rendre l'isolation rentable en France, mais on a vu quand même dans les mois passés récents des fluctuations telles que ponctuellement, on y est quand même. Donc, c'est des choses qui vont être intéressantes aussi à suivre parce que les paramètres que vous voyez ici, ils ont été définis donc, il y a déjà quelques années, 30 ans, 15 ans, 6 ans, et dans un cadre avec un prix de l'énergie qui était plutôt maîtrisé. Donc, cette dérogation économique, il faudra voir si elle est facile à utiliser tant que ça. Dernier point, c'est la notation, évidemment, qui va avec ce dispositif. C'est une notation, alors vous allez me dire, mais encore un autre cadre, on a déjà les DPE, on a déjà plein d'échelles de performance. Cette notation-là, on doit la voir comme une notation dynamique, en fait, c'est-à-dire que le fait d'avoir une feuille, 2 feuilles ou 3 feuilles, que je vais définir pour ceux pour qui c'est nouveau, c'est déjà quelque chose qu'on aura tous les ans en fonction de comment on se comporte en exploitation. Et puis, vous voyez, en fait, en abscisse, on a plutôt les années ici. En fait, cette notation, elle est construite comme ça. Elle part de la consommation de référence. En bas, j'ai la valeur seuil. Au milieu, j'ai tout ce qu'il y a d'intermédiaire et qui peut contenir la valeur relative, par exemple. Et donc, la meilleure note, 3 feuilles vertes, on ne peut l'avoir que si on a atteint la valeur seuil. Ça, c'est déjà une information intéressante. Ça veut dire que le décret tertiaire, c'est pour ça que moi, je dis c'est sa finalité. Si je suis en accord avec ma valeur relative, je peux avoir une feuille ou 2 feuilles, selon que je suis en avance ou en retard sur ma trajectoire. Parce qu'en fait, le principe de cette notation, c'est juste simplement de tirer un trait linéaire, donc une trajectoire linéaire entre le point de départ et le point d'arrivée, et de voir où j'en suis au fil des années. Donc, est-ce que je suis dedans, en avance, en retard ou arrivé? Donc, c'est assez intéressant. Aujourd'hui, ce n'est pas encore une notation obligatoire. Ça pourrait devenir dans le futur, par exemple, une note obligatoire à remettre quand on a une transaction immobilière. Il y a aussi le sujet de la mutualisation à l'échelle d'un parc, puisque au final, le décret tertiaire, c'est quand même un dispositif qui est pensé pour le respect des objectifs à l'échelle d'un bâtiment. Enfin, même j'ai dit à l'échelle d'un utilisateur, mais disons que on raisonne au niveau des sites individuels. Maintenant, pour les gestionnaires de patrimoine, on pense au public par exemple, il peut y avoir des transferts de performance entre sites. Mais ça, c'est Opéra qui va le faire automatiquement. Donc, l'idée qui est communiquée là-dedans, c'est de dire que il faut viser l'atteinte de l'objectif par entité. Et au bout du compte, selon où on arrive, on pourra quand même aussi, en dernière étape, en fin de décennie, je veux dire, c'est-à-dire en 2030, faire ce jeu un peu comptable de balance entre la surperformance et la sous-performance des bâtiments. Par contre, l'attestation Opéra de conformité, elle reste distribuée à l'échelle du bâtiment. Aujourd'hui, c'est comme ça que c'est formulé. Là, vous avez un exemple de ce raisonnement. J'ai un bâtiment A qui consomme, donc là, qu'est-ce que j'ai mis? Consomme trop. C'est ça. Et le bâtiment B, il consomme moins que l'objectif à atteindre. Et donc, je fais la balance entre les deux en kilowattheures par an et j'ai un solde total qui fonctionne sur cet exemple. Sur l'échelle entité A plus B, je suis conforme. C'est un peu le principe. Voilà, je voulais sur cette slide-là vraiment appuyer le sujet en fait que le décret tertiaire met un peu propriétaire et preneur en face l'un de l'autre sur ce sujet.
Et c'est un sujet qu'on pratique âprement dès cette année, puisque déclarer les consommations énergétiques à l'échelle des bâtiments revient déjà à faire un gros travail de récupération de la donnée énergétique de chacun. Pour bien des immeubles ou bien des sites, on doit finalement réaliser une addition des différents points de livraison et donc des différents factures énergétiques des différents utilisateurs du site. Donc là, il y a déjà une première phase de dialogue et qui vient avec une autre phase de dialogue, c'est qui déclare quoi sur Opérate? Parce que tout est possible. Le propriétaire peut faire tout ou il peut faire le minimum et dire aux locataires de se débrouiller et il leur doit des informations, en vérité comme les consommations des parties communes. Mais voilà, il y a un mode organisationnel qui n'est pas imposé et ce serait impossible de le faire tellement la multiplicité des situations est grande. Mais notre expérience de cette année, celle de nos clients, c'est que cette charge de travail en fait organisationnelle et de coordination entre les différentes parties prenantes est significative. Et c'est ça qui prend du temps, bien souvent. Donc voilà, là, à ce stade, c'est quand même, un, qui fait quoi sur Opérate? Deux, est-ce qu'on se communique bien les données de consommation énergétique? Alors, dans le secteur, en tout cas, tertiaire, du moins ou immobilier d'entreprise, c'est là que devraient se situer ultérieurement les termes de l'échange, c'est sur l'annexe environnementale. C'est le bon endroit pour mettre les choses un peu clairement. Sachant que cette année, on parle de ça entre les parties prenantes, l'année prochaine et après, on va parler de qui fait quoi, mais en termes d'action de performance énergétique et qui paye quoi. Donc là, on n'est pas encore dans les discussions qui fâchent. À mon avis, on est plutôt dans les discussions qui traînent aujourd'hui. Les discussions qui fâchent arrivent ultérieurement. Alors, la remontée de données, je suppose que les personnes qui m'écoutent ici et qui ont travaillé sur le sujet cette année ont bien ont trouvé ça un exercice intéressant mais difficile. Donc, il y a pas mal de configurations possibles. Sachant que Opérate et le décret tertiaire subdivise les consommations de chaque entité en consommation privative et consommation de parties communes, avec même la possibilité de diviser les parties communes en ce qu'on appelle les consommations des parties communes, disons les lumières du hall d'entrée, et les consommations réparties, disons le CVC centralisé, donc la chaufferie centrale par exemple. Et on a une quatrième catégorie qui sont les espaces annexes partagés, donc qui peuvent être par exemple un auditorium, c'est l'exemple de la FAQ, en tout cas un espace directement géré par le propriétaire qui n'est pas dédié aux utilisateurs du bâtiment, qui est ouvert sur l'extérieur et qui est géré par lui directement. Ça, c'est des consommations qui doivent être isolées en tant que telles. C'est aussi une entité assujettie en tant que telle. Parce que sur le schéma que je montre ici, finalement, si je reprends mon exemple de bureau, ce qui est un peu contre-intuitif au démarrage, c'est que si je suis sur un cas très classique, sans locaux comme celui que je viens de mentionner, finalement, le propriétaire qui est souvent à la manœuvre pour entamer la démarche, lui-même n'est pas une entité assujettie. Sur la plateforme Opérate, c'est uniquement les locataires qui vont apparaître. Mais au final, c'est souvent lui qui anime toute la démarche, qui récupère les données de chacun, qui propose à tout le monde de faire les déclarations. La situation est assez différente quand on parle d'un centre commercial, puisque là, on est vraiment un petit peu plus sur des situations où chacun est un peu chez soi. En tout cas, on voit que c'est un peu plus difficile d'obtenir une démarche d'ensemble et on a un propriétaire qui finit par se concentrer plus sur le mail enfin, la galerie et puis les systèmes associés. Bon.
En tout cas, la question qui s'est posée cette année, c'est qui a la donnée et qui la remonte. Et c'est le travail qui nous a animé beaucoup. Il y a des consommations aussi qui sont à répartir, donc entre les différents utilisateurs du bâtiment et là, il y a 2 solutions, c'est au mètre carré ou alors, via les données de sous-comptage. Alors les données de sous-comptage, je pense aussi que ce sera un sujet, récurrent puisque, selon les sites, on en a ou on n'en a pas, mais pour les sites où on en a une bonne quantité, se pose quand même souvent la question de la qualité. On n'a pas toujours, c'est pas des données, qui doivent être considérées, de principe comme fiables, elles demandent souvent un retraitement, un questionnement. Oui, voilà, donc le cas que je montre ici, c'est plutôt le cas d'un centre commercial. Hem, donc moi, de mon expérience, voilà, on a des typologies qui ont tendance à bien centraliser la démarche autour du propriétaire et d'autres où c'est beaucoup plus, au niveau de chaque utilisateur. Une plateforme logistique, par exemple, avec, des PME ou des grands groupes, avec des établissements locaux, des sites avec plusieurs d'entre eux. Il y a c'est difficile d'avoir une démarche, vraiment commune, d'ensemble, heu et bien souvent, ces sociétés, elles ont aussi leur propre démarche finalement, qu'elles suivent. Donc, c'est vraiment une myriade de possibilités une myriade de situations qu'on rencontre. Les cas, les plus simples, qu'on adore, c'est les propriétaires occupants ou les monolocataires et si possible avec un seul point de livraison. Ça, c'est vraiment sympa, c'est ce qu'on préfère, mais on a aussi, les bâtiments avec, voilà, une vingtaine d'utilisateurs et une cinquantaine, non, peut-être pas une cinquantaine, mais en tout cas, tout autant de points de livraison, voire plus. Et là, c'est quand même beaucoup plus laborieux. Les plans d'action, on y reviendra, je pense un peu après, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Il y a la démarche classique, hein, d'analyser la performance et de dérouler une stratégie, mais il va vraiment y avoir, au cœur des discussions, le qui fait quoi. Sur les sanctions, rapidement, vous devez être, tous au courant que le principe de base, c'est le name and shame, donc c'est plutôt, quelque chose de l'ordre de la réputation. Donc, les mauvais élèves seront listés, sur un site internet. Il y a évidemment une amende de 7 500 € pour la personne morale, 1 500 pour la personne physique. C'est pas quelque chose qui a effrayé le marché, évidemment. Juste là-dessus, je voudrais préciser que c'est quand même par entité fonctionnelle assujettie. Donc, dans un site, un immeuble où il y en a, un certain nombre, mettons, 5 ou 10, c'est 7 500 fois ce nombre et pour chaque entité fonctionnelle assujettie, c'est le couple bailleur-preneur qui est pointé, en cas de non-respect des objectifs. Donc c'est certainement pas, ce qui va se passer sur une base systématique, mais disons qu'en termes de risque potentiel pour un propriétaire, c'est, cette amende fois le nombre d'entités assujetties dans son immeuble. Donc c'est pas si anodin que ça. Après, il est clair que, de ce qu'on peut voir aujourd'hui, le décret tertiaire, est bien pris en compte, par un certain nombre d'acteurs, mais aussi pour des raisons, autres, évidemment que ces sanctions. C'est une logique de marché, c'est un critère qui est pris en compte dans les transactions immobilières aujourd'hui, et ça fait partie maintenant des critères qui qualifient, la performance d'un actif par rapport à un autre. Donc, en tout cas, sur le domaine privé, c'est quelque chose qui anime déjà les dynamiques de marché. Bien, donc sur la démarche, qu'on adopte, pour traiter tout ça, on a vraiment une première phase de ah excusez-moi, je me suis trompé de slide. Petite aparté, il y a des rénovations lourdes qui étaient déjà planifiées et engagées avant prise en compte du décret tertiaire. Donc là, clairement ce qui se passe, c'est que c'est des travaux qui étaient, déjà décidés
dimensionner sur la base d'autres critères et se pose la question de savoir est-ce qu'on est bon ou pas? Donc on nous pose souvent la question: «Est-ce que mon programme de travaux, il est décret tertiaire ou pas?» Un peu de la même façon, on peut nous demander est-ce qu'il est, BBC, Finergie Rénovation ou pas? Donc en vertu de tout ce que j'ai expliqué avant, on voit que c'est pas tout à fait, c'est pas une réponse tout à fait, directe, facile à donner. Évidemment qu'on peut se baser sur nos retours d'expérience et j'y viendrai, je pense qu'on aura pas mal d'échanges là-dessus, mais sur les types de conception, en rénovation qui vont quand même avoir plus de chances que d'autres, d'être au rendez-vous sur ces performances attendues. En attendant, quand on est sur ces cas déjà engagés, bah, bien souvent, le problème déjà, c'est qu'on n'a pas d'historique de consommation. Ce n'était pas dans la démarche, de départ. On le comprend bien et notamment, quand c'est une rénovation qui se fait, après une acquisition, puisque les occupants historiques sont partis. Bon, on essaye néanmoins d'obtenir ces informations, mais c'est clair que dans beaucoup de cas, on ne l'a pas. Donc la deuxième conséquence de ça, c'est qu'au final, quand on est en phase de conception ou déjà avec des travaux, lancés, en réno, on se pose la question comment on va projeter, enfin comment on peut dire est-ce qu'on va être bon? Parce que, donc là, on est bien clair que l'outil, ce sont les simulations énergétiques dynamiques, hein, c'est pas les moteurs de calcul RT, c'est une évidence. Mais, heu, dire ça n'est pas suffisant puisqu'au final, les SED, pour ceux qui pratiquent ou qui connaissent, ça peut être, tout et n'importe quoi. Donc là, on parle bien de l'exercice, de se projeter vers une performance réaliste et si possible, tenir compte des usages, anticipés du bâtiment. Donc on est déjà dans un exercice, qui cherche à relier, les travaux et l'exploitation. Donc là aussi, myriade de situations existent. On n'a pas toujours pas du on a des niveaux d'information hétérogènes d'un projet à l'autre. Mais voilà, il y a un savoir-faire particulier qui est à mobiliser sur ça, pour savoir dire, quelle va être, probablement, la performance de ce projet. Un petit peu, en fait, pour moi, c'est un petit peu l'adaptation, des critères tertiaires de ce qu'on cherche à faire en marché global de performance. Puisque c'est un peu l'idée, hein, c'est de se projeter sur quelque chose, sur lequel on va s'engager et qu'on cherche à retrouver par la performance mesurée en exploitation. Il y a quand même cette idée quoi, hein, qui arrive maintenant hein, du fait du décret. Évidemment, il est recommandé, mais c'est déjà quelque chose qui se déploie, enfin, la pratique est de plus en plus courante, mais une fois qu'on a fait ces calculs fiables, évidemment, la démarche de commissionnement en phase de chantier prend. Voilà une autre raison, s'il en fallait encore, voilà une autre raison pour la déployer. Euh, et ensuite, pour ces projets déjà engagés, vraiment, il faut se poser la question du suivi énergétique en exploitation. C'est déjà une question qui est soulevée par les différents cadres. On cherche à l'anticiper par justement les dispositifs de mesure, de suivi, de sous-comptage, etc. Mais là, disons que, il est quand même intéressant d'aller un peu plus loin, de se poser la question déjà: «Est-ce que mon dispositif de suivi qui fait partie de mes travaux, est bien pensé? Est-ce qu'il sera efficace? Est-ce qu'il sera performant pour le suivi en exploitation?» Moi, j'ai beaucoup de projets que j'audite, il y a énormément de compteurs, ils sont remontés en GTB. Voilà, c'est pas le sujet de ce soir, mais l'utilisation de ça, réellement en exploitation, c'est un vrai sujet, hein. Donc là, on est plutôt sur le sujet de la donnée pour quoi faire, plutôt que de la donnée pour la donnée. Et pour au moins les sites qui ont déjà fait cet effort de partir sur des travaux, de rénovation lourde, Heu, bon, il faut vraiment se poser la question de déployer un contrat de performance énergétique en exploitation. C'est à mon avis, et ça n'engage que moi, mais c'est, quelque chose qui va devenir de plus en plus, nécessaire.
Il y a aussi le cas intéressant des rénovations. Alors là, je les appelle les rénovations partielles, mais on peut dire, voilà, soit c'est le cas, je suis dans le cadre, en fait, soit des travaux déjà prévus dans les plans pluriannuels d'investissement d'entretien des immeubles, soit d'un plateau de bureaux qui se libère, enfin, voilà, d'un projet d'aménagement intérieur sur une partie du site. Donc là, c'est quand même intéressant de prendre en compte le décret tertiaire. Mais c'est assez difficile parce qu'il y a un problème de dynamique d'intégration dans ces travaux qui sont souvent assez rapides et puis qui ont des budgets qui sont ce qu'ils sont. Donc, c'est là, aujourd'hui, on fonctionne encore sur les budgets d'entretien des immeubles tels qu'ils étaient avant. Là, le travail qui vient et qui est déjà en train d'être fait, mais qui va se poursuivre, c'est de mettre à jour ces plans d'entretien et de mise à niveau plus pluriannuelle, en prenant mieux en compte le décret tertiaire. Mais là, voilà, aujourd'hui, on peut nous appeler pour dire, voilà, il y a le R+3 qui se libère, on va changer ci, ça, on va rajouter une clim, on va en enlever une autre. Est-ce que c'est décret? Voilà les questions qu'on nous pose. Donc là, il faut être assez réactif et prescriptif. On a moins le temps d'être calculatoire, on comprend bien, et ça peut même ne pas avoir trop de sens. Donc ça, c'est un vrai sujet et c'est important parce qu'en fait, une fois qu'on a fait ces travaux-là, ben, souvent, ils contiennent tout ce qui est régulation terminale, notamment. Et ça, c'est pas du tout anodin à reprendre après. Euh, c'est même pas toujours possible en site occupé. Donc, on rate des opportunités si on réfléchit pas maintenant au décret tertiaire. Par exemple, il y a beaucoup encore de rénovation de halls ou de RIE qui sont purement esthétiques, cosmétiques et qui sont pas finalement ils changent, oui, ils changent l'éclairage, mais on ne s'occupe pas du traitement de l'air. Aujourd'hui, on devrait se poser la question systématiquement. En tout cas, ce genre de situation amène à des travaux assez hétérogènes au sein des bâtiments voilà, on trouve des immeubles avec des véritables patchwork dans sur les systèmes électriques, par exemple, qui font que, bon, à un moment, on ne sait même plus ce qu'il y a, personne n'est capable de vraiment reconstituer l'historique et c'est compliqué d'avoir une action efficace. Euh, voilà, ici j'ai mis quelques exemples, hein, mais c'est ce qu'on trouve sur site. Et voilà, pour moi, une idée en tout cas importante là-dedans, c'est qu'il ne doit pas y avoir de projet comme ça qui sort sans cahier des charges efficacité énergétique et d'être très attentif aux détails, notamment sur la régulation. Donc, si je reviens sur nos visions un peu parc de bâtiments, bah, il y a vraiment la phase actuelle de bilan des consommations et d'état des lieux, avec vraiment ce sujet qui est compliqué de remonter des données énergétiques. Ensuite, voilà, on va continuer vraiment des phases de définition des plans d'action, hein, qui peuvent être donc des travaux lourds, moyens, légers, ou des actions de gestion ou des actions de sobriété des utilisateurs, hein. Euh, et, euh, et d'identifier les causes probables de modulation des objectifs aussi. Suite à ça, on va avoir vraiment des suivis dans le temps pour voir si les travaux qui sont préconisés sont faits année après année, parce il y a les sites qui vont partir sur des gros travaux, puis il y a les sites qui vont partir sur des travaux étalés. Et l'enjeu, ça va quand même être le suivi dans le temps. On se rappelle, hein, on a dit Opéra, c'est une déclaration annuelle, mais ça, c'est juste la partie déclarative réglementaire d'un travail de fond qui est d'intégrer vraiment ce suivi de la performance énergétique réelle complète, hein, d'un site aux activités de suivi. Oui, alors ça, c'est un point aussi pour dire, parce que logiquement, comme on est à l'échelle de ce qu'on appelle l'entité fonctionnelle assujettie, qui est l'échelle, voilà, encore sur mon exemple de base d'immeuble ou de centre commercial ou de plateforme logistique,
chaque utilisateur peut déclarer ses consommations. Potentiellement, chaque utilisateur peut choisir son année de référence qui est différente de celle de son voisin. Donc, il n'y a rien qui empêche que je me retrouve avec un immeuble avec 10 années de référence différentes dans 10 locaux différents. Ça choque un petit peu le bon sens parce qu'on aimerait avoir une cohérence bâtimentaire. Mais la seule façon de l'obtenir, c'est quand même d'obtenir un alignement preneur-bailleur. On sent bien quand même que c'est plutôt le propriétaire qui va être moteur là-dessus, mais il doit obtenir un petit peu la coopération de tous. Et il n'est pas encore trop tard pour aborder ce sujet, hein, on est certes en fin de période de déclaration, mais l'année de référence peut être modifiée l'année prochaine. Il y a un droit à l'erreur. Donc, ce sujet peut être, il y a encore le temps de le revisiter avec les parties prenantes, d'autant plus que ça donne un peu de temps pour chercher plus d'historique et que les gestionnaires de réseaux de distribution ouvrent voilà, des historiques plus longs maintenant, accessibles, plus longs que 2 ans. Donc, cette cohérence bâtimentaire, voilà, quand après on re-switch sur le point de vue plan de travaux, on sent bien que c'est quand même intéressant. Mais c'est vraiment important d'avoir en tête que ce n'est pas du tout garanti par le décret. Aymeric, Oui. Juste, tu as encore combien de diapos? Parce que ça Pas fait à peu beaucoup. près 1 heure. Ouais, j'ai bien prévu de ne pas endormir place au tout le débat, monde. je ne sais pas. J'ai presque fini, je pense. Ouais. Je me dépêche. Merci. Non, mais en plus, réellement, je suis presque au bout. Donc là, sur la collecte des données énergétiques, en fait, on va en parler dans l'échange, ce sera plus vivant. Là, j'ai juste cherché à illustrer qu'on a un peu de tout. Il y a les plateformes de collecte automatique, mais voilà, sur lesquelles souvent, il faut quand même aussi retravailler. Il y a les factures scannées, il y a les suivis Excel, complet, pas complet. Enfin, voilà. On pourra échanger là-dessus comme vous souhaitez. Là, vous avez un exemple d'ajustement climatique qui a fait qu'on n'a pas choisi l'année de référence qui est la facture la plus grosse. À gauche, vous avez les factures, l'année de référence serait 2013. Après ajustement, c'est plutôt 2015. Dans l'activité de collecte des données énergétiques, il faut aussi le mettre au regard de qu'est-ce qu'était la vie du bâtiment sur cette période. Donc, pareil, on va pouvoir en parler, mais voilà, reconstituer à l'historique, ce n'est pas toujours si évident que ça. Mais idéalement, c'est ça qu'il faut faire, à combiner avec l'historique d'utilisation, l'historique locatif. Pour pouvoir faire ce genre de trajectoire, hein, on voit là, c'est un cas qui est déjà bien engagé, avec des consommations qui réduisent déjà depuis l'année de référence. Bon, les études énergétiques et les plans d'action, je pense que vous connaissez bien. Il s'agit vraiment de faire le point sur la qualité énergétique des différents éléments du bâtiment, bâti, système, gestion, utilisation. De faire la part des choses sur le poids relatif des différents usages. Encore une fois, pour faire cette fois des plans d'action et des projections qui ne sont pas juste des calculs pour des calculs, mais qui servent vraiment à nous emmener vers des performances qui vont être, encore une fois, vérifiées en réalité. Les scénarios, les plans d'action, ça donne évidemment lieu à beaucoup d'échanges sur leur efficacité, certes, mais aussi leur coût, mais aussi leur faisabilité en site occupé. Donc là, il y a beaucoup de questionnements qui peuvent survenir. Et l'étalement dans le temps, pour savoir dire, parce que la question, c'est est-ce que je vais être aux objectifs, mais est-ce que je vais être aux objectifs aussi à temps, hein, puisque les échéances, les objectifs à respecter sont associés à des dates. Donc, ça peut prendre plusieurs formes, plutôt lointaines à 2050, plutôt zoomé sur la décennie en cours, année après année. Et je peux m'arrêter là, si vous voulez, puisque après, j'avais juste 2-3 slides, mais plutôt sur la plateforme Opérate. Peut-être que tout le monde a déjà un petit peu visité ça cette année, hein. C'était juste pour dire que vous avez une saisie manuelle ou une saisie en masse possible à faire avec des tableurs. Qu'il y a la même chose pour les consommations.
Mais attention, faut prévoir du temps si vous faites les apports en masse parce que ça peut… Voilà, d'expérience, il y a des débugages à faire. Je ne dis pas que c'est du fait d'opérate, c'est plutôt le sujet propre à la manipulation de données en masse. Et ici, vous avez l'illustration consommation privative et consommation commune dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est les Excel d'import des consommations en masse. Et j'ai fini. Je vous demande juste une seconde. J'avais oublié d'allumer ma lumière avant de commencer. Donc là, je suis complètement dans le noir. C'est très frugal, mais j'arrive pour les questions. Merci, Aymeric, parce que vraiment, c'est passionnant. Je trouve, moi, en tant qu'architecte, que ça nous fait entrer dans la réalité des choses, alors que c'est vrai que nous sommes souvent dans la projection des bâtiments, même en rénovation, et que là, tout d'un coup, il me semble que ça va modifier nos façons de concevoir en prenant en compte les questions d'usage. En fait, je trouve que c'est assez passionnant. Je vais juste poser quelques questions qui sont venues au fil de la conversation, comme par exemple, est-ce qu'on parle d'énergie primaire ou d'énergie finale, par exemple? On parle bien d'énergie finale. Donc, c'est vraiment ce qu'on a sur nos factures d'énergie de nos fournisseurs d'énergie. Alors, attention, il y a une petite subtilité quand même. Il y a une nouvelle conversion qui existe, j'en suis désolé, mais voilà, il y a l'annexe 1 de l'arrêté qu'il faut avoir en tête. Parce on parle bien d'énergie finale, hein, ça c'est ça. Simplement, pour certaines énergies, et notamment les réseaux de chaleur et des réseaux de froid, il y a un coefficient qui s'applique, donc qui n'a pas vraiment de nom. Hein, c'est un peu la distinction entre énergie consommée et énergie livrée. Mais par exemple, pour les réseaux de froid, c'est très significatif. C'est-à-dire que pour 1 kWh d'énergie livrée par le réseau de froid, le décret tertiaire considérera 0,25 kWh d'énergie consommée. Bon, ça, c'est des choses qui sont liées aux discussions avec les différents porteurs concessionnaires des réseaux de chaleur pour valoriser leur démarche, souvent liée à l'intégration des ENR. Mais en termes d'énergie finale, en général, on les prend un pour un. Si j'ai 1 kWh de fraîcheur de Paris, par exemple, j'ai 1 kWh. Et eux disent, bon, ben, très bien, mais nous, derrière, on a des systèmes vertueux et ça se traduit en général par le contenu carbone ou par le taux de NR, mais sur cette comptabilité des décret tertiaire, on est pénalisé. Et effectivement, si on… Parce que ces coefficients sont arrivés un peu en avril cette année, mais sinon, avant ça, on avait tendance facilement à arriver à la conclusion qu'il faut se débrancher du réseau et passer en pompe à chaleur. Donc, ce n'est pas forcément une bonne idée de le faire systématiquement. Les réseaux territoriaux sont quand même, en général, assez intéressants. Voilà, c'est ma réponse, mais… Mais du coup, l'électricité n'a pas le coefficient que nous connaissons, nous, dans la conception, qui prend en compte le fait que c'est une énergie sophistiquée et que l'utiliser en chauffage, par exemple, en effet Joule direct, c'est un petit peu une aberration aussi. Là, ça ne sera pas du tout pris en compte. Non, non, c'est de l'énergie finale. Et donc, le coefficient, pour l'électricité, c'est 1. D'accord. Alors, il y avait une autre question sur les usages. Est-ce que les usages de process à l'intérieur du bâtiment sont pris en compte, par exemple, je ne sais pas, les armoires froides d'un marchand surgelé? Tout à fait. La réponse est oui, de manière très générale. Il y a quelques exclusions, mais les deux que j'ai en tête, là, si vous voulez, c'est
Alors, il y en a une qui est pour l'instant anecdotique, qui sera peut-être moins plus tard, mais c'est les bornes de recharge des voitures électriques. On peut les exclure si elles sont sous-comptées. Et il y a une autre exception un petit peu plus structurante pour certaines typologies, c'est les laboratoires de R&D qui peuvent contenir donc, des process un peu forts, un peu énergivores. L'idée là, c'est de ne pas pénaliser le secteur de la recherche. Bon. Pour des choses comme les rayons, voilà, les rayons froids, comme ce que vous mentionniez, c'est complètement intégré. Ça va être quelque chose qui devra être traduit dans les valeurs seuil propres au secteur, voilà, aux différents types de commerce. Donc, par exemple, les grandes surfaces ou moyennes surfaces alimentaires. Voilà. Ces valeurs ne sont pas encore sorties. Hein. Donc, comme je disais un peu en préambule, il y a un certain nombre d'usages de l'énergie qui sont voilà, il y a des spécialistes de tout, hein, donc certains spécialistes connaissent très bien le kilowatt par mètre linéaire de rayons surgelés, mais de manière générale, il y a quand même des secteurs ou des sous-secteurs qui sont mal cartographiés. Qu'est-ce que c'est une consommation tout usage confondu d'une moyenne surface alimentaire vertueuse? C'est une question encore pas matérialisée, ou du moins au travers de la valeur seuil. Ça c'est sûr. Mais l'idée forte du décret, c'est quand même que ce soit tout usage énergétique. Et donc, ça implique l'utilisateur et ses usages spécifiques. Et effectivement, l'enjeu des valeurs seuil, à un moment, c'est quand elles arrivent à un niveau assez bas pour devenir quand même un peu compliqué à traiter par la technique et signifier juste moins. Et alors du coup, si l'usage change depuis la période de référence, soit qu'on ajoute, il y a une question qui est posée sur, on fait une installation de restauration dans une extension ou dans l'existant d'ailleurs, ou alors si on enlève des usages consommateurs, il y a peut-être des bâtiments qui, pendant cette période, le locataire va partir, un autre locataire viendra qui n'a pas le même process, qui a un process plus économe Ouais. en énergie. Comment ça va se passer à ce niveau-là? Et l'autre question, c'est les ascenseurs sont-ils aussi comptabilisés dans les usages? Oui, les ascenseurs, oui. Ok. Et pour votre autre question, c'est un peu le principe de l'intensité d'usage que j'ai décrit plus tôt. Donc, si l'enjeu de ça, c'est d'avoir finalement la description, un peu la qualification de ces usages. Parce que pour moi, il va y avoir deux cas de figure. Hein. Soit je me suis pas du tout préoccupé de qualifier ces intensités d'usage et donc je peux pas trop différencier avant et après. Soit j'ai quand même qualifié ça avant et après. Et donc, comment je les qualifie? Ça dépend des typologies. Donc, tout à l'heure, j'ai montré pour les bureaux, ça se qualifie plutôt, vous avez vu, par des amplitudes horaires et des densités de postes de travail et des taux d'occupation. Donc, ça, on sent bien que ça qualifie, bon, ben, c'est explicite, hein, essentiellement la densité d'utilisation des locaux. Après, il va y avoir d'autres usages, par exemple, les salles serveurs, c'est un vrai sujet et ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore, enfin, la parution des valeurs seuil n'est pas là. Donc la réponse, si vous voulez, c'est que c'est dans la modulation de l'intensité d'usage des locaux, ou si on a carrément changé l'usage, hein, si ce n'est pas juste une modulation d'intensité, mais on a changé l'usage, c'est quelque chose qu'on va pouvoir exprimer par la modulation aussi des valeurs absolues. Donc, si maintenant j'ai un restaurant dans une surface où avant j'étais en bureau, je vais pouvoir appliquer le ratio des valeurs seuil à ma valeur relative.
Ou alors, si j'étais déjà en valeur seuil, je peux choisir de continuer en valeur seuil, mais cette fois, je suis passé sur la valeur seuil restaurant. Donc, il y a un ajustement des objectifs au type d'utilisation des locaux. Est-ce que ça va être parfait et physiquement toujours juste? Ça me paraît hasardeux de le dire parce que quand on fait des règles et des formules pour toutes les situations, c'est compliqué. Je pense que le décret tertiaire, au fil des années, fera beaucoup progresser le secteur sur la question grâce à la donnée accumulée notamment et au fait que tout le monde va se pencher sur la question et acquérir une meilleure compréhension, comme vous disiez, du lien entre l'usage et la performance. Et en élargissant pas mal le spectre quoi, des types d'usages qu'on regardera pardon, par rapport à ce qu'on regardait. Moi, j'ai d'autres questions, mais peut-être qu'il y a dans la salle des personnes qui veulent poser leurs questions directement. Je veux dire celles qui étaient déjà posées dans le chat. Oui, ou d'autres. Enfin, moi, j'ai d'autres questions aussi. Il y a une question sur les années 2020-2021. Alors, pour caler l'année de référence, on choisit une année entre 2010 et 2019. Mais est-ce que les années 2020 et 2021, elles vont jouer un rôle pour calculer la trajectoire ou enfin, en tout cas, pour afficher quelque chose? Oui. Alors, les années 2020 et 2021, il y a plusieurs choses. De base, du fait de la crise sanitaire, il a été décidé que c'était des années non évaluées. Donc, elles ne sont pas comparées à l'objectif à atteindre. Il est demandé de les déclarer. Alors, moi, je ne suis pas la DHUP, donc je ne m'exprime pas en leur nom, mais ma compréhension de ça, c'est quand même pour déjà, premièrement, que l'effort de déclaration s'amorce, parce qu'on voit bien que c'est un effort important. Et puis, il y a aussi quand même le cas des sites qui n'ont pas de données historiques. Et il y en a pas mal, pour plein de raisons. Hein. Ça peut être, voilà, mettons, il y avait des travaux sur 2018 à 2020. On n'avait pas d'historique avant. En 2019, on apprend qu'il y a le décret tertiaire. Et donc, ma première consommation que je pourrais déclarer, c'est ma première année pleine d'exploitation. Ça risque d'être 2021. Donc, elles peuvent jouer ce rôle-là de point de référence dans le cas où c'est la première année pleine d'exploitation. Alors, il y a une question sur l'action sur les usagers. Si un propriétaire fait des travaux selon un programme, mais que finalement les usagers ont un bilan catastrophique, comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a déjà des contrats de location modifiés? Et il y avait une question d'ailleurs sur est-ce que les locataires peuvent obliger le propriétaire à mener des actions correctives s'ils sont, mettons, dans une passoire thermique? Ouais. Bah oui, ça va être un peu le cœur ça va être un peu le cœur du sujet une fois qu'on a un peu des données propres. Donc, dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs, hein, propriétaire vers locataire ou l'inverse. Bon, là, c'est un peu tôt. Moi, je n'ai pas encore d'exemple à vous donner où, par exemple, il y a des contrats de location qui ont été carrément modifiés, hein, parce que vous savez que ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, bah voilà, il y a quand même le cadre juridique en place. Hein, on ne peut pas faire du tout ce qu'on veut sur les contrats de location. Mais pour les futurs baux, il est clair que les réflexions vont au bon train pour préciser justement qui est responsable de quoi. Dans l'autre sens, oui, j'ai vu quelques exemples de locataires, alors souvent qui ont eux-mêmes leur démarche hein, un peu RSE ou développement durable affichée et active, qui s'en retournent vers leur propriétaire en disant mais où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on fait, ça va pas assez vite. Après, une fois que ça c'est fait, le passage au stade de qui prend en charge quoi et comment ça se négocie, surtout quand on est dans le cas des sites occupés, pour l'instant est en cours. Moi, j'ai pas, c'est encore trop tôt, j'ai pas de cas qui a déclenché, si vous voulez, déjà
des actions de faire, par exemple, déménager un locataire ou d'avoir provoqué le départ d'un immeuble d'un locataire à cause de ça. Vu de ma lorgnette, pour l'instant, il y a plutôt des réflexions sur où sont les immeubles faciles et pas faciles, et est-ce qu'on les traite ou est-ce qu'on les vend, quoi. D'ailleurs, une autre question que j'avais, c'est est-ce que vous savez quelle proportion de bâtiments concernés a été déclarée à ce jour sur la plateforme? Et peut-être, alors, est-ce que finalement, nous, on le voit dans nos opérations de réhabilitation, que parfois, c'est des gens qui ont déjà réhabilité, qui reviennent réhabiliter, alors qu'ils sont déjà pas si mal. Et puis, par contre, il y en a qui sont vraiment loin derrière et qui n'envisagent pas du tout de faire quoi que ce soit. Et puis dans le même ordre de sujets, est-ce qu'il y aura une suite pour des bâtiments plus petits qui sont parfois finalement pas meilleurs parce qu'ils sont moins compacts, qui sont exploités moins professionnellement que les grandes surfaces, quoi. Oui, alors, dans l'ordre, la proportion des bâtiments déclarés, je n'ai pas d'informations autres que ce qui a été communiqué officiellement avec les 150 millions de mètres carrés déclarés sur Opérat qui ont été mentionnés par, je crois, l'ADEME. Vous me corrigerez si je me trompe, hein. Mais je n'ai pas d'autres informations. J'ai une certitude, c'est qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, puisque je rencontre des gens qui ne savaient pas que le décret tertiaire existe, hein, donc c'est sûr. Votre deuxième point, c'était les rénovations. Oui, c'est les petites surfaces. Bon, c'était peut-être le troisième point. Mais... Oui, le deuxième point, c'était les mauvais élèves qui finalement, peut-être, c'est ceux-là qui ne savent pas que le décret tertiaire… En fait, oui, et puis ils sont les vraies cibles du dispositif, parce qu'il y a effectivement un tas d'acteurs qui étaient déjà un peu, enfin, qui ont déjà une politique de gestion de patrimoine quand même assez engagée. Donc, eux, c'est un critère supplémentaire, en fait, qui est pas anodin, parce qu'en fait, on pourra peut-être l'aborder après, mais moi, ma vision des choses, c'est que, encore une fois, ça dépend des typologies, mais les performances demandées sont quand même assez sévères. C'est exigeant, quoi. Donc, ceux qui faisaient déjà du travail engagé, oui, effectivement, doivent continuer. Et c'est vrai que la question est presque plus délicate sur des immeubles récents ou rénovés récemment que sur les autres. Puisque, voilà, après, ça va nous emmener sur les sujets plus précis, quoi, de type de conception. On peut y revenir. Mais juste pour le sujet des… Oui, donc les passoires thermiques, clairement, eux, le moins 40%, moins 50, moins 60, c'est pour eux, hein. Parce que celui qui est déjà plutôt performant à 160 kWh par mètre carré par an, il va pas faire moins 40%. Il doit faire la valeur seuil, et pour lui, ça représente moins 20, moins 30. Donc, il est déjà dans le champ… il est déjà dans le champ il n'est pas forcément dans le champ de la rénovation intégrale, quoi. Les autres, voilà, le dispositif, encore une fois, pour moi, il vise à massifier la rénovation et donc à faire en sorte que les passoires soient beaucoup plus traités. Ce qui est intéressant sur ce sujet des consommations réelles, c'est où est-ce qu'on va commencer à situer ce qui est suffisant ou insuffisant en termes de bâti. Donc là, c'est une question… c'est une question à débattre. Mais juste sur le sujet donc, des surfaces, pour que je n'oublie pas, donc, moi, je n'ai pas notion d'un élargissement à des surfaces plus petites, du moins là, tout de suite. J'ai notion… il y a déjà eu, en revanche,
une extension de la date qui marque, la date de livraison de bâtiment qui marque l'assujettissement ou pas, parce qu'au démarrage du dispositif, c'était novembre 2018, maintenant c'est août 2021. On peut facilement imaginer que ça va continuer à intégrer progressivement les bâtiments en ce moment construits, mais qui seront donc des bâtiments existants dans peu de temps. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui… mais ça, c'est important, parce que ça veut dire que les bâtiments aujourd'hui qu'on va considérer neufs, non assujettis, je pense que c'est quand même important d'anticiper que demain, ils seront probablement assujettis. Une question intéressante à se poser, par exemple, c'est est-ce qu'il va y avoir convergence entre ce que la RE 2020 nous emmène à faire et les performances qu'on obtient pour le décret tertiaire. Ça c'est une question qu'on va pouvoir approfondir. D'autant plus que du coup, c'est pas du tout le même. Je me permets, je suis. Oui, vas-y. D'autant plus que c'est pas du tout les mêmes critères, vu que en fait, on peut. Je vais dire une atrocité, on pourrait très bien remplacer. Enfin, c'est peut-être, je me rends pas compte, mais on pourrait très bien remplacer une chaudière gaz par des convecteurs électriques parce que c'est le même coef. Et donc être bien dans le. Enfin, en tout cas, ne pas se pénaliser pour le décret tertiaire. Et par contre, pour la RE 2020, c'est impensable, par exemple. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas une question facile. Par contre, à un moment ou à un autre, il va y avoir un chaînage entre les deux. Je pense que c'est très bien qu'il y ait un cadre exigeant pour la phase de conception-réalisation et qui soit prolongé par un cadre en exploitation. Le lien entre les deux, je pense que c'est un petit peu tôt pour dire est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il marche bien ou pas. Mais le lien entre les deux, c'est clairement un enjeu pour les bâtiments qui sont aujourd'hui en cours de conception, quoi. C'est important d'y penser. Du coup, ça m'amène aussi à reposer un peu la question, du premier commentaire que j'ai fait sur comment est-ce que ça va transformer la façon de concevoir les bâtiments et quelle place les architectes vont avoir, sachant qu'aujourd'hui, les architectes s'intéressent de plus en plus à la réhabilitation et aussi aux usages, puisqu'on est les premiers à être confrontés à la différence qu'il y a entre les calculs d'une STD et la réalité, parce qu'en général, on est les premiers appelés par le maître d'ouvrage après la livraison. Mais comment est-ce que les architectes peuvent prendre une place dans ce décret tertiaire? C'est sûr qu'ils ont une place majeure, comme d'habitude, puisque de toute façon, dès qu'il va y avoir, déjà pour le bâti, de toute façon, dès qu'on va parler, dès qu'on parle rénovation impliquant le bâti, et encore une fois, pour moi, alors voilà, ça c'est peut-être quelque chose, je le dis là, c'est mon c'est mon point de vue. A priori, un bâtiment qui est… disons qu'à date, c'est compliqué de dire oui, il faut absolument rénover le bâti d'un bâtiment qui est RT de 2005 et après. Disons que là, tout de suite, c'est pas toujours évident de l'argumenter. Mais si je parle strictement en termes de niveau d'isolation, performance thermique, etc., tout ce qui est un peu antérieur, on voit bien, quand on audite un bâtiment qui est RT 2000 ou moins, on se dit, bon, on va quand même avoir des difficultés à arriver à 2030 sur les objectifs demandés sans tout reprendre, parce que c'est juste, voilà, la philosophie du décret tertiaire, c'est pas trop 8 cm d'isolant ou moins, quoi. Là, je parle de l'isolant, mais il y a évidemment toute la partie vitrée aussi. Donc, ça veut dire quoi? Pour moi, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de bâtiments où il faut rediscuter, de l'enveloppe. Et donc, après, après, on va retrouver quand même des débats qui existent déjà, même pour la RE 2020 ou des cadres qu'on connaît déjà mieux, quoi. Mais moi, en tout cas, si on parle d'un immeuble tertiaire classique
vu les niveaux de consommation qui sont visés et vu ce qu'on trouve quand on étudie les consommations énergétiques réelles d'un immeuble dit performant, disons génération RT 2012, bon, ben, il y a quand même un moment un mur. Et c'est un mur qui est lié intrinsèquement à comment on a fait les bâtiments de toute cette génération-là. Et enfin, voilà, on retrouve les marottes habituelles, hein, c'est pas parce qu'on a des vitrages ultra performants qu'il faut que tout soit transparent à 100%. Le fait qu'on utilise beaucoup trop peu la ventilation naturelle, enfin tout le potentiel de rafraîchissement et l'inertie des structures. Et après, il y a des sujets plus de l'eau technique, mais au final, pour moi, on retrouve en fait des limites qui étaient liées au choix embarqué dans les RT. Donc, il y a des choses qu'on n'avait pas besoin de faire pour, comme on dit, passer en RT 2012, mais qu'on va payer sur le décret tertiaire parce qu'on pourra faire ce qu'on veut en exploitation. À un moment, si j'ai des charges thermiques excessives à cause de mon bâti, je dois climatiser. Et l'enjeu du tertiaire, voilà, je vais avoir d'un côté les passoires thermiques où j'ai un enjeu de chauffage et souvent d'un chauffage malheureusement un peu carboné. Puis je vais avoir les bâtiments moins passoires, mais où l'enjeu, c'est la clim. Donc là, bien sûr, où je donne un autre exemple. Donc moi, quand je cherche à promouvoir la rénovation dans ce sens-là, et on dit OK, donc il faudrait repasser ce bâtiment en mode ventilation naturelle, donc avec tout ce que ça suppose hein, sur la façade, mais aussi sur l'accès à l'inertie. Et donc là, ça suppose quoi? Ça suppose quand même, par exemple, l'accès à la dalle pour l'air frais. Donc, ça suppose toutes des propositions qui plaisent en fait sur le design d'intérieur, parce que sinon, on nous dit que ben non, en produit immobilier, c'est pas ça, les gens n'aimeront pas, oulala, des ventilateurs plafonniers, vous n'y pensez pas. Là, moi, des fois, j'ai envie de dire, bah, très bien, faisons des concours de design pour rendre ça sympa et que les gens en veuillent, quoi. Au-delà de la seule peur d'avoir chaud parce que j'ai pas de clim, il y a aussi l'aspect on trouve ça pas beau, enfin ça plaît pas, voilà, il y a un vrai il y a beaucoup de choses. Mais là, on rejoint finalement les mêmes sujets que on peut avoir, bah, que la RE 2020 va apporter aussi, hein, parce qu'elle amène sur ces stratégies. Et peut-être aussi sur, enfin nous on défend par exemple les questions de zonage thermique, Ouais, que des circulations dans les écoles ne soient pas forcément chauffées parce que les enfants arrivent avec leur manteau et c'est l'endroit où ils enlèvent leur manteau et puis finalement ils n'ont jamais froid dans une circulation. ouais. Des choses comme ça dont on se rend compte qu'on n'a pas le droit de les faire. Ben, la ventilation naturelle aussi. Nous, quand on dessine des bâtiments, on met en place des possibilités Mmh. qu'on n'a pas le droit de faire normalement, mais on se dit toujours que l'usager pourra le Mmh. faire quand Oui, même. oui. Euh, Oui. et là, Alors, d'une certaine manière, ouais, ouais, on se rend compte que ça peut servir pour le décret oui, tertiaire parce que complètement. si c'est l'usager qui sait moduler en fonction, même aussi, il y a eu une question d'ailleurs là-dessus sur le télétravail ou l'intensité d'usage, parce que si on est 4 dans un grand bureau ou 8, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas, voilà. Donc, toutes ces questions-là, euh, moi, je trouve que ça va nous ouvrir aussi des possibilités d'argumenter dans le sens d'un dessin qui donne une plus grande place à la décision des personnes qui y habitent, en fait. Complètement. Mais complètement, c'est la vertu que ça fasse le lien avec l'exploitation. Et en fait, donc par rapport à ce que vous dites, bien sûr, enfin, c'est la base, évidemment, je n'ai pas commencé par là, mais avant même de parler de la conception, déjà se dire quel mètre carré, enfin minimiser les mètres carrés Mm, à conditionner, enfin minimiser le besoin à partir de sa formulation. C'est évidemment la base. Et ça, pour le coup, le décret tertiaire, enfin, ça va être extrêmement valorisé dedans, parce que entre deux bâtiments égaux, mais qui ont eu
une approche différente là-dessus. C'est bien évident que si j'ai réduit de 20% les surfaces à conditionner, c'est quand même directement, voilà, c'est direct, l'effet, il est direct, hein. Sur l'autre aspect que vous dites, enfin moi, après, ça peut concerner aussi pas mal les lots techniques parce que la variabilité des usages, l'intermittence en lien, alors, et donc en lien avec tous les nouveaux modes d'usage des bâtiments, effectivement. Jusqu'à présent, on a quand même essentiellement des conceptions. Évidemment, je force le trait là, je schématise un peu, mais voilà, on installe par exemple des CTA, elles sont performantes, elles sont sur GTB, on peut régler les consignes, on peut régler les horaires. Très bien. Bah, c'est quand même globalement du marche-arrêt, si c'est bien piloté. Donc, OK, on aura ça. Mais voilà, la réalité, c'est que on peut avoir, comme en général, on a une conception plutôt, on va traiter verticalement des étages avec des zones voilà, plutôt liées, par exemple, au compartiment coupe-feu. Le fait de prendre en compte que seulement certains étages sont utilisés à fond et d'autres moins, voire pas, mais techniquement, dans la plupart des immeubles que j'ai audités, ça n'existe pas. Donc, j'ai le même taux de ventilation et le même énergie liée au traitement de l'air, quel que soit, hormis les salles de réunion, parce que ça, on le fait, évidemment, on module dans les salles de réunion, mais ça ne représente pas forcément énorme. Alors, ça peut représenter plus maintenant. Voilà, les questions de comment on va utiliser demain impactent comment on devrait réguler. Et selon moi, qui j'ai en face, on va me dire, ah oui, tu as raison, effectivement, ça ne fait pas sens. Ou non, mais je ne suis pas sûr, tu sais, les mètres carrés, c'est toujours rationalisé, ça va toujours être utilisé à peu près de manière constante. Et s'il y a plus de télétravail, on va réduire les surfaces louées. OK, peut-être. Mais c'est sûr qu'il faut qu'on ait ces débats-là avant de faire des choix techniques. Parce qu'après, ça, c'est une autre limite en exploitation. Une fois que c'est fait, hein. Si on n'a pas la possibilité de moduler à droite à gauche dans le bâtiment, c'est extrêmement compliqué et ouvrageux de le faire en exploitation. Après, il y a quand même aussi la question dans l'intensité d'usage. Si on a beaucoup de monde sur une même surface, bon, on est peut-être plus efficace à la personne, mettons. Est-ce qu'on ne risque pas aussi d'aller vers une exagération de ce côté-là? Bon, je sais pas, Oui, hein, après, en c'est qualité une d'usage, question. ouais. Quand Ouais, on voit tout à que fait. dans une école, on est à 2 mètres carrés par enfant pour une salle de classe, si on mettait les gens des bureaux dans la même surface, je pense qu'ils auraient aussi des mauvaises notes de conduite à la fin. Oui, ça s'appelle un call center, quoi, hein, Ouais, à ce ouais, taux-là. Donc, oui, ouais, ouais. tout à fait. Donc, Non, mais je suis d'accord avec vous, faut pas. Et de toute façon, ce serait même pas forcément une bonne stratégie énergétiquement, parce que si je tasse par personne, vous avez raison, c'est efficace. Par mètre carré, là, en termes vous savez, vous prenez un bâtiment plutôt bien isolé, assez vitré, et vous mettez beaucoup de gens et d'équipements dedans, en termes de climatisation, c'est juste pas possible. C'est un phénomène qu'on connaît, bien sûr, les thermiciens savent. Mais culturellement, on est plutôt habitué au problème du chauffage. Et la bascule ou le niveau d'isolant avec un certain niveau d'intensité d'usage à l'intérieur des locaux, là, cette bascule où ça devient un handicap qu'on ressent bien avec les canicules. Eh bien, c'est ça le sujet de la clim, ou c'est ça le sujet de la viabilité des stratégies passives quand on n'en met pas. Ou alors, il faut dire l'hiver, tout le monde est dans la même salle et l'été, ils ont le droit d'occuper tout l'étage. Oui, absolument. Non, mais effectivement, pour être très créatif, et ce serait peut-être assez drôle. Je disais ça. Voilà, je vous rejoins complètement. La réflexion sur l'usage, elle est à la base.
elle peut ouvrir des potentiels sur les performances énergétiques qui sont importants. Par contre, je pense qu'il faut qu'on se nourrisse tous de beaucoup de retours d'expérience terrain, parce que je pense que cette boucle-là, dans notre secteur, elle est insuffisante. Là, je parle de manière générale. C'est mon sentiment personnel. Il faut beaucoup plus boucler cette boucle. C'est un peu le but de ces 17 cafés, c'est aussi de partager un peu là-dessus. Bon, là, finalement, vous êtes un peu le précurseur puisque vous avez fait cette présentation, mais c'est vrai que ça pourrait être bien qu'on organise des choses d'ici un an où on se fait des points sur quelles sont les pistes. Voilà. Moi, c'est vrai que, enfin, à un moment, je disais, il y a des CHSCT et des CSE qui s'emparent de la question parce que je connais des gens qui m'ont remonté ça. Il y a tout à faire de toute façon dans des entreprises qui ne sont pas dans ce domaine-là. On a, je ne sais pas, des gens qui ont froid parce qu'en fait, et qui se disent quand est-ce que le chauffage est allumé, mais en fait la clim est encore en marche. Donc il y a vraiment des gens qui ont des problèmes de culture là-dessus. Est-ce que c'est un sujet donc moi j'ai entendu des gens où c'était vraiment posé, la question était posée aux utilisateurs de qu'est-ce que vous pouvez faire, est-ce que c'est un levier qu'on pourrait avoir un peu en court-circuitant le bâtiment, est-ce qu'il y a des démarches que vous avez vues ou vos propriétaires ou les locataires qui vous ont sollicité éventuellement sont allés voir directement leurs utilisateurs pour faire une démarche un peu participative en fait en disant qu'est-ce que vous pensez faire? Oui, j'en ai vu un peu et là, je commence à en voir typiquement sur les bâtiments dont la rénovation est finie depuis peu et qui sont donc au courant que maintenant, il faut suivre les choses et que ça concerne tout le monde. C'est assez intéressant. Alors effectivement, ça peut avoir lieu dans différents cadres, soit de réunions bilatérales. Bon, c'est le plus simple quand on est avec des mono-utilisateurs, soit dans des comités verts ou autres types de cercles. Et donc, je commence à avoir ce genre de discussion et c'est intéressant en effet parce que l'utilisateur, n'est pas très familier, effectivement. Et donc, moi, j'ai tendance à proposer des démarches en plusieurs temps, c'est-à-dire que sur la partie vraiment qui est issue des travaux qui viennent de finir, on part, comme je disais tout à l'heure en présentation, encadrer les choses un peu par un CPE sur le mainteneur, en fait. Mais pour ce qui concerne les usages de l'utilisateur lui-même, voilà, d'avoir déjà une première phase de familiarisation avec combien. Parce qu'en fait, il ne sait pas forcément combien il pèse sur le bilan. Il connaît ses factures et encore. Mais sur le total, enfin voilà, il y a un peu cette phase, on partage une image quoi, de la vie énergétique du bâtiment. Vous savez, moi, j'avais conclu un peu ma thèse sur la garantie de performance énergétique comme ça. J'avais dit un peu ce sujet amène la gouvernance, le sujet de la gouvernance de l'énergie au sein des bâtiments. Et autant sur des choses comme HQ exploitation, on avait bâtiments exploitants utilisateurs, autant sur les contrats de performance énergétique, on n'a que bâtiments et exploitants. Et l'utilisateur, il n'y en a pas. Évidemment, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que je mets une obligation de consommation quelque part dans les contrats? On n'en est pas là. Et ce serait bien aussi si on arrivait à s'en sortir sans mettre des obligations et des pénalités financières à tout le monde. Ce serait plus sympa quand même. Mais voilà, ça fait partie des possibilités. Et je pense que ça passe. Ça va prendre des formules types, mais pour moi, l'idée clé, c'est qu'il y a un peu une idée de gouvernance de la consommation d'énergie des bâtiments à mettre en place et avec des niveaux hétérogènes quoi, de familiarisation. Donc, c'est toujours mieux quand la personne s'approprie. On a vu un peu avec l'expérience du Cube 2020 qui cherchait un peu à environner les gisements d'économie qu'on pouvait avoir que sur les utilisateurs et leur comportement. Et ça dit notamment que voilà, ce qui est descendant et là où ils n'ont pas la main, ils n'aiment pas trop, quoi, ils coopèrent moins.
c'est humain. Donc, c'est un peu une réponse, non-réponse, quoi. Mais c'est quand même, de mon expérience en tout cas, il n'y a que l'accompagnement voilà, aussi qui se fait un peu au travers d'un lien, quoi, qui crée une coopération. Parce que quand même, l'énergie, c'est compliqué, c'est quelque chose qu'il faut regarder tous les jours. Enfin, c'est lié à ce qu'on fait tous les jours. Donc, à un moment, on peut dire qu'il y a des systèmes qui encadrent, qu'il y a des accompagnants qui accompagnent, mais c'est comme chez vous, chez vous. Enfin, à un moment, c'est votre capacité d'attention au sujet qui fait la différence. Donc, faut déjà trouver que c'est important. Après, il faut savoir combien. Puis après, il faut savoir comment. Bon, c'est un vaste sujet, hein. Mais l'utilisateur, il a dans sa main une grosse part du gisement. Après, il ne faut pas non plus se dire que ça suffit. L'utilisateur dans une passoire thermique, il ne va pas y arriver tout seul. Après, l'utilisateur dans un bâtiment déjà performant, la question se pose. Oui, c'est un peu comme quand on fait son empreinte carbone et que tout d'un coup, on se rend compte qu'on a beau pas faire ceci, pas faire cela, on est quand même encore loin du compte si on voulait la réduire drastiquement, quoi. Ouais, ouais. Oui, tout à fait, je pense. Ouais. C'est un peu l'idée de ce qu'on ne mesure pas, on ne le contrôle pas, donc on ne s'en rend pas compte. Donc peut-être que l'idée de mettre toute la déclaration sous l'angle utilisateur, c'était aussi une intention, peut-être, hein, c'est pas, je dis ça en hypothèse, c'était peut-être aussi d'aller chercher ça, le fait de, par rapport à une approche, dire ok, c'est le propriétaire qui s'occupe des consos, moi, c'est pas moi. Ce qui est un peu voilà, c'est normal, mais c'est ça la RT aussi, hein, ça limite, hein, c'est que c'est les consommations immobilières, pas le reste. Ah ouais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, s'il y a des personnes qui veulent poser d'autres questions. Sinon, peut-être on va conclure parce que on a balayé déjà beaucoup de choses, j'ai l'impression. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que globalement, je pense que je suis pas sûre que tous les acteurs de l'immobilier aient pris la juste mesure de ce que ça implique de répondre à ce décret tertiaire. En tout cas, il était sorti une première fois en 2015. Enfin, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en parlait. Il a été, ils avaient réussi, on ne sait pas qui c'est mais en tout cas, ils avaient réussi à l'empêcher. Là, c'est vraiment sorti. Moi, j'ai l'impression que finalement, ça arrive ça arrive en même temps que la crise énergétique qu'on subit là. Donc voilà, ça aurait été bien de le faire un petit peu avant, mais bon, en tout cas, c'est pas mal. Et j'ai quand même la sensation que de la même façon que là, en ce moment, où la consommation de chauffage, elle est très élevée, et du coup, il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout experts du sujet et qui commencent à s'y intéresser. On voit que Negawatt est invité partout et c'est super, quoi, pour parler j'allais dire pour parler de caleçon long, mais non, c'est pas Negawatt. Mais en tout cas, voilà, voilà, enfin, il y a vraiment des sujets qui sont portés. Et du coup, j'ai l'impression que ça va faire un peu pareil. Enfin, en tout cas, que ça devrait peut-être être un peu plus mis sur le devant parce que c'est vraiment un levier. Et avec ce que vous avez présenté, et merci beaucoup du coup pour cette présentation, moi j'ai vraiment l'impression que l'architecte et le bureau d'études peuvent, dans la seconde phase, en tout cas après la phase de déclaration, il y aura vraiment des offres peut-être intéressantes à proposer pour améliorer l'énergie, mais aussi améliorer l'usage du bâtiment. Et c'est vrai que, comme vous l'avez... Enfin, moi, je suis plutôt positionnée sur la rénovation énergétique de bâtiments anciens, voire même des bâtiments patrimoniaux. Et c'est vrai que je suis très contente parce que le décret tertiaire, enfin, ça fait une obligation. Et c'est vrai que c'est un sujet auquel tout le monde va devoir s'intéresser. Maintenant, on ne pourra plus dire « Ah ben non, c'est ART existant élément par élément, et puis j'ai mes murs qui sont en pierre, donc en fait, je n'ai pas respecté. » Bon, là, du coup, on est vraiment obligé de s'intéresser à ça. Et ça va permettre de tirer le meilleur parti de tous les types de bâtiments. Oui, puis je dirais que pour nous, pour les architectes qui pratiquent comme ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire pour le bonheur et le confort des personnes qui utilisent les bâtiments qu'on dessine,
eh ben, ça va dans ce sens-là aussi. Et ce que tu disais sur le lien, le fait que tout ça, on y arrivera en créant du lien, en expliquant, en comprenant, en partageant une même image de la consommation énergétique. Je trouve que ça va aussi dans le sens de ce qu'on essaye de faire, peut-être de décloisonner les pratiques qui ont été extrêmement saucissonnées Ah oui. par toutes les réglementations, et que peut-être il faut voir les choses dans leur ensemble. C'est intéressant. Oui, ça c'est clair. Le silotage, c'est un vrai problème. Et notamment celui entre la phase travaux et la phase utilisation. Mais il n'y a pas que celui-là, je suis d'accord, il y a entre tous les corps de métier. Mais ça c'est sûr. Oui, même le fait que nous, souvent, on ne souhaite pas qu'on parle avec les utilisateurs. Il y a un maître d'ouvrage et on ne souhaite pas, enfin, le maître d'ouvrage ne souhaite pas forcément que nous parlions avec les utilisateurs. Ouais. Eh bien, merci beaucoup, Aymeric. Je crois qu'on arrive pas du tout au bout du sujet, mais en tout cas, on a un premier point d'étape. Et puis, on espère se recroiser sur ce même format d'ici quelques mois ou peut-être dans un an. Je ne sais pas, ça pourrait être bien de faire un point, en tout cas, pour voir comment on avance. Mais avec plaisir. Donc voilà, merci encore. Et puis voilà, tout sera disponible sur YouTube. Et puis, on aura aussi un petit article sur le site de l'ICEB pour faire une recension de ça. Bonne soirée à tout le monde. Et puis, voilà, il y aura un ICEB Café en novembre. Le thème et la date seront définis et envoyés très prochainement. Voilà. À très bientôt pour tout le monde. Merci Aymeric. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir.